Où est-ce que tu te traînes comme ça, espèce de porc? Ma famille a faim depuis 1 heure, et la table pour le dîner des fêtes n'est toujours pas mise. Et n'oublie pas d'acheter des cadeaux à tout le monde, hurla son mari au téléphone le soir du Nouvel An, ne se doutant pas encore de la surprise qui l'attendait. C'était le soir du Nouvel An, 6h moins le quart du soir. Maya se tenait dans la file d'attente interminable du grand magasin à prix réduit, serrant contre sa poitrine 2 paniers d'épicerie lourds, et elle sentait ses jambes trembler de fatigue. Son téléphone vibra dans la poche de sa veste, et sachant déjà de qui il s'agissait, elle le sortit lentement. Omar s'afficha sur l'écran. Elle porta le combiné à son oreille. « Où est-ce que tu te traînes comme ça, espèce de porc ?» vint la voix de son mari, rauque de colère. « Ma famille a faim depuis 1 heure, et la table pour le dîner des fêtes n'est toujours pas mise, et n'oublie pas d'acheter des cadeaux à tout le monde. » Maya écouta en silence pendant qu'il continuait, s'emportant sur sa propre inutilité, la piètre femme au foyer qu'elle était devenue, et à quel point sa mère avait toujours eu raison à son sujet. Les gens dans la file d'attente se retournèrent. Certains la regardaient avec sympathie, d'autres avec curiosité. Maya ne répondit pas. Elle fixa simplement un point devant elle et pensa que ce nouvel an serait le dernier qu'elle sonnerait en tant qu'épouse d'Omar. Mais pour comprendre pourquoi cette pensée lui apportait non pas de la peur, mais un sentiment étrange, presque physique, de soulagement, elle devait remonter plusieurs années en arrière, à l'époque où tout a commencé. Maya Davis est née dans une petite ville du Sud, à environ 500 km d'Atlanta, dans une famille où l'amour se manifestait par des actes, pas seulement par des mots. Son père, Darren Hay, travaillait comme ingénieur à l'usine de fabrication locale. Sa mère, Valérie Hay, enseignait la littérature anglaise et la composition au lycée. Ils n'ont jamais été riches, mais leur maison a toujours été remplie de chaleur et de respect mutuel. Maya a grandi en tant qu'enfant unique, ce qui était inhabituel pour l'époque. Sa mère ne pouvait plus avoir d'enfants après une naissance difficile, de sorte que tout l'amour de ses parents était concentré sur elle. Mais cela ne l'a pas rendue gâtée. Au contraire, elle a compris dès son enfance qu'elle devait tout gagner elle-même dans la vie. Maya réussissait bien à l'école, même si elle n'était pas toujours la meilleure de sa classe. Elle excellait dans les matières littéraires, en particulier la littérature et l'histoire. Elle dévorait les livres que sa mère rapportait de la bibliothèque de l'école et rêvait de déménager un jour dans une grande ville, de voir le monde qui semblait si vaste et intéressant depuis la fenêtre de leur petit appartement au 3e étage dans le complexe de bâtiments en briques. Après le lycée, Maya s'est inscrite à la faculté d'éducation de l'université d'État du chef-lieu de comté. Ses parents étaient fiers, bien que la séparation ait été difficile pour tout le monde. Sa mère a pleuré sur le quai. Son père a serré sa fille fort dans ses bras et lui a chuchoté, « Tu vas y arriver, ma chérie. Tu es forte. » Et elle y est arrivée. Elle vivait dans une chambre de dortoir, donnait des cours particuliers en parallèle pour ne pas avoir à demander d'argent supplémentaire à ses parents, et étudiait consciencieusement. À sa 3e année, elle réalisa que l'enseignement n'était pas exactement sa vocation, mais elle termina son diplôme avec mention parce qu'elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Après l'université, Maya est retournée dans sa ville natale et a commencé à travailler comme enseignante dans une école primaire. Le travail était exigeant, mais elle y trouvait un but. Les enfants l'aimaient et les parents la respectaient. Elle était stricte mais juste, une enseignante qui n'élevait jamais la voix sur les élèves et savait expliquer la matière la plus difficile pour que chaque enfant comprenne. Le temps passa. Maya a eu 25 ans, puis 27 ans, puis 29 ans. Ses amis ont commencé à se marier et à avoir des bébés, les unes après les autres, mais elle était toujours célibataire. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas d'admirateurs. Elle en avait. Mais ils lui semblaient tous en quelque sorte petits. Pas physiquement, bien sûr. Elle ne ressentait tout simplement pas l'étincelle dont elle avait lu dans les livres quand elle était en leur présence. Sa mère commença à aborder doucement le sujet de la fondation d'une famille. « Maya, tu auras bientôt 30 ans, disait-elle lors du dîner du dimanche. Je te berçais déjà à ton âge. » Maya éluda la question, mais au fond d'elle, elle savait. Le temps passe, et je suis toujours seule. Et puis, Omar est arrivé. Ils se sont rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun. Maya avait 31 ans, et elle s'était presque résignée à l'idée de rester célibataire. Ce n'est pas que cela la dérangeait beaucoup. Elle avait appris à apprécier son indépendance, la liberté de gérer son temps et son argent comme elle le souhaitait. Omar se démarqua immédiatement de la foule, grand, large d'épaules, avec des cheveux noirs et un sourire charmant. Il travaillait comme chef de projet pour une entreprise de construction,
gagnait bien sa vie et conduisait un beau SUV. Selon les normes de leur petite ville, il était tout à fait le parti. Il l'aborda en premier, lui offrit un verre et entama une conversation. Il parla avec enthousiasme et longuement de lui-même, de son travail et de ses projets d'avenir. Maya écouta, acquiesça et fit de temps en temps un commentaire. Son attention la flattait. Il était beau, sûr de lui, et il la regardait comme si elle était la femme la plus fascinante de la pièce. Après la fête, il proposa de la raccompagner chez elle. Maya accepta. À son immeuble d'appartement, il lui baisa la main et lui demanda son numéro. Elle le lui donna. La cour commença. Omar appelait tous les jours, envoyait des fleurs à son travail et l'invitait à de bons restaurants et au cinéma. Il était généreux en compliments et en cadeaux. Maya se sentait comme l'héroïne d'un film romantique. Enfin, pensa-t-elle, un vrai homme s'est enfin présenté dans ma vie. Ses parents étaient ravis, surtout sa mère. Elle avait déjà commencé à regarder du tissu pour une robe de mariée, même si personne n'avait encore fait sa demande. Un homme si solide, s'exclama-t-elle. On voit qu'il est sérieux, fiable. Tu seras en sécurité avec lui. Son père était plus réservé. Il observa attentivement Omar quand il venait, posant des questions sur son travail et sa famille. Omar répondit volontiers, sourit et plaisanta. Mais une fois, quand lui et Maya étaient seuls dans la cuisine, son père dit, « Ma chérie, ne te précipite pas, apprends à mieux le connaître. Quelque chose chez lui ne me convient pas. » Il agita la main avec désinvolture. Maya ne prit pas ces mots au sérieux. Son père était toujours excessivement prudent. 6 mois après le début de leur relation, Omar fit sa demande. Cela se passa dans un restaurant bondé. Il s'agenouilla, sortit une boîte en velours avec une bague et fit un beau discours sur la façon dont elle avait changé sa vie et sur la façon dont il ne pouvait pas imaginer un avenir sans elle. Maya fut émue aux larmes. Elle dit, oui, sans hésitation. Ils se marièrent 3 mois plus tard, modestement mais magnifiquement. Maya portait la robe blanche qu'elle et sa mère avaient passé un mois à choisir. Omar portait un costume coûteux, avait l'air élégant et satisfait. Sur les photos, il ressemblait au couple parfait. Mais même au mariage, le premier signal d'alarme apparut, un signal que Maya choisit d'ignorer. La mère d'Omar, Zoé Price, une femme petite et forte au regard perçant, resta assise toute la soirée avec les lèvres serrées. Elle inspecta tout de manière critique, le lieu, qu'elle trouvait trop simple, la nourriture, qui n'était pas aussi bonne qu'au mariage de la fille des chats, et les proches de Maya, qui avaient l'air un peu trop issus de la classe ouvrière. Quand vint le moment du toast traditionnel des parents du marié, Zoé Price se leva son verre et dit, « Eh bien, Omar, tu as fait ton choix. Voyons quel genre de femme au foyer elle deviendra. » Ma mère, votre grand-mère, que Dieu ait son âme, disait toujours, on reconnaît une bonne épouse à la propreté de sa maison et à la satiété de son mari. Nous ne pouvons qu'espérer que Maya sera à la hauteur de nos attentes. Les invités se sont agités mal à l'aise. Maya sentit le sang lui monter aux joues. Elle regarda Omar, s'attendant à ce qu'il réagisse d'une manière ou d'une autre, qu'il la défende, mais il se contenta de sourire et de dire, « Maman, vraiment ? Trinquons simplement aux heureux mariés. » Après le mariage, Maya emménagea chez Omar, dans un petit appartement d'une chambre à la périphérie de la ville. C'était une location, mais Omar lui assura qu'ils économiseraient bientôt pour avoir leur propre logement. « Tu verras, dit-il. Dans quelques années, nous achèterons un bel appartement de 2 chambres, peut-être même de 3 chambres. Je gagne bien ma vie. » Les premiers mois de mariage furent heureux. Maya s'installa joyeusement dans leur petit nid, préparant des dîners et attendant que son mari rentre du travail. Omar revenait fatigué mais content. Ils regardaient la télévision ensemble, discutaient des projets du week-end et rêvaient de l'avenir. Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Cela se produisit si lentement, si subtilement, que Maya ne s'en rendit pas compte au début. Puis, un jour, Omar rentra du travail et, sans dire bonjour, se contenta de grommeler, encore ses pâtes. « Tu ne sais pas cuisiner autre chose ?» Maya fut décontenancée. Elle avait préparé des pâtes à la tomate, le plat même qu'Omar avait encensé un mois auparavant, le qualifiant de divin. « Je pensais que tu aimais ça, commença-t-elle. J'aimais beaucoup de choses avant, interrompit Omar, s'asseyant à table. Peu importe. J'ai faim. Mangeons. Elle mit cela sur le compte de la fatigue due à une dure journée de travail. Tout le monde a de mauvaises journées. Puis vint un autre incident.
Maya prévoyait de rendre visite à ses parents le week-end. Elle essayait de les voir au moins toutes les 2 semaines. Omar fronça soudain les sourcils. Tu vas encore chez eux? Nous y étions le week-end dernier. C'était il y a 3 semaines, le corrigea doucement Maya. Et alors? Je voulais que nous passions la journée ensemble. Peut-être faire un tour en dehors de la ville? Mais tu es toujours en train de courir chez tes parents. Je vais chez mes parents, répéta TL. Ce sont des enfants? Ils ne peuvent pas se débrouiller sans toi. Maya ressentit une piqûre de douleur, mais une fois de plus, elle trouva une excuse. Elle répéta, bien sûr, ma chérie, comme tu veux. Vous, les jeunes, devez être ensemble. Ils n'ont jamais fait cette promenade en dehors de la ville ce jour-là. Omar est resté allongé sur le canapé devant la télévision pendant la moitié de la journée, puis est parti boire de la bière avec ses copains. Il est rentré bien après minuit, ivre et bruyant. Maya ne dit pas un mot. Puis, environ 1 an après leur mariage, un événement se produisit qui changea tout. La grand-mère maternelle de Maya, Francescae, décéda. Elle avait vécu seule dans un petit condo de 2 chambres au centre-ville, le même condo où la mère de Maya avait grandi. Sa grand-mère était une femme forte qui avait survécu à la perte de son mari et à de nombreuses épreuves. Elle semblait immortelle, et puis soudain un accident vasculaire cérébral, et 3 jours plus tard, elle était partie. Maya était profondément affligée. Elle aimait sa grand-mère, lui rendait souvent visite quand elle était enfant, écoutait ses histoires du passé et l'aidait dans la maison. Sa grand-mère était la seule personne qui ne donnait jamais de conseils non sollicités, ne critiquait jamais, se contentait de l'aimer, tranquillement et inconditionnellement. Omar refusa d'aller à l'enterrement. J'ai une réunion importante avec un client, dit-il. Tu sais comment c'est. Le travail, c'est le travail. Tes parents seront là. Pourquoi dois-je être là? Maya n'argumenta pas. Elle y alla seule, se tint près du cercueil et lui fit ses derniers adieux. Elle rentra chez elle brisée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Omar était assis dans la cuisine en train de dîner. Eh bien, tu es de retour, dit-il, sans se retourner. Ta mère t'a appelé. Quelque chose à propos du testament. Maya appela sa mère et apprit la nouvelle qui bouleversa sa vie. Sa grand-mère lui avait légué le condo, pas à sa mère ni à d'autres parents, mais à Maya. Le testament indiquait clairement, je lègue mon condo, situé à adresse, à ma petite fille, Maya Davis. Sa mère était surprise, mais pas blessée. Maman t'a toujours aimé particulièrement, dit-elle au téléphone. Et c'est juste. Ton père et moi avons notre maison, et toi et Omar pouvez l'utiliser. Quand Maya parla à son mari de l'héritage, ses yeux brillèrent de convoitise. Un condo de 2 chambres au centre-ville, demanda-t-il. C'est fantastique. Nous pouvons le vendre, ajouter mes économies, et enfin obtenir un bel appartement de 3 chambres dans un nouveau quartier, ou peut-être même améliorer mon SUV. Maya sentit quelque chose se contracter à l'intérieur d'elle. Omar, dit-elle lentement, je ne veux pas vendre le condo de grand-maman. C'est un souvenir d'elle. J'ai grandi en y allant. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne veux pas vendre le condo de grand-maman? C'est un souvenir d'elle. J'ai grandi en y allant. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne veux pas? Maya, c'est une décision pratique. Pourquoi avons-nous besoin de 2 appartements? Nous n'avons pas besoin de 2 appartements, répondit Maya, calmement mais fermement. Ce condo est à moi. Il m'a été légué spécifiquement, et je veux que nous y emménagions et que nous y vivions. Omar ouvrit la bouche pour argumenter, mais il regarda dans les yeux de sa femme et s'arrêta. Pour la première fois, il y vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, de l'acier. Très bien, gronda Théil. Fais ce que tu veux. Ils emménagèrent dans le condo de sa grand-mère un mois plus tard. Maya aménagea avec amour sa nouvelle, ou plutôt ancienne, maison familière. Elle garda le vaisselier de sa grand-mère avec la verrerie, accrocha de vieilles photos de famille au mur et posa le géranium que sa grand-mère aimait tant sur le rebord de la fenêtre. Omar se promenait dans l'appartement, l'air mécontent, critiquant la décoration démodée et exigeant qu'elle jette toutes les vieilleries. Mais Maya a tenu bon. Pour la première fois de leur mariage, elle a ouvertement contredit son mari, et étrangement, cela lui a donné de la force. Le temps a passé. Maya a eu 33 ans, puis 34 ans. Elle et Omar n'avaient pas d'enfants. Au début, ils n'arrêtaient pas de remettre ça à plus tard. Nous devons nous stabiliser financièrement.
Attendons encore un an. Puis Maya a passé un examen et a appris qu'elle avait des problèmes de santé. Les médecins ont dit qu'elle avait une chance, mais cela nécessiterait un traitement, du temps et de la patience. Omar a réagi à la nouvelle avec une irritation mal dissimulée. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais Maya pouvait voir qu'il lui en voulait. Une fois, au milieu d'une dispute, il a craqué, une femme normale aurait eu des enfants maintenant, mais toi. Il s'est interrompu. Maya a quitté la pièce en silence. Elle n'a pas pleuré. Elle n'avait plus de larmes depuis environ 2 ans. Elle a continué à travailler à l'école, bien qu'elle ait souvent pensé à changer de carrière. Le salaire d'un enseignant était faible mais stable. Omar gagnait plus, mais il dépensait la plupart de son argent pour lui-même, sa voiture, son assurance, son essence et ses propres loisirs. Maya s'occupait de la maison, payait les factures et achetait l'épicerie, principalement avec son propre argent. Elle a essayé de lui en parler. Omar, peut-être devrions-nous ouvrir un compte joint. Contribuer aux dépenses communes? Il a grimacé comme s'il avait mal. Maya, tu es en train de dire que je ne contribue pas assez aux besoins de la famille. J'ai des dépenses que tu ne comprends pas, la voiture, l'assurance, l'essence, et je dois aider ma mère. La mère d'Omar, Zoé Price, vivait seule dans une ville voisine. Son mari était décédé il y a plusieurs années, et depuis, elle demandait régulièrement de l'argent à son fils pour des réparations, des factures médicales ou simplement pour vivre. Omar donnait sans hésitation. Maya n'aurait jamais osé lui dire que sa mère recevait en fait une pension décente et avait des économies personnelles. Peu à peu, Zoé Price a commencé à se présenter chez eux de plus en plus souvent, d'abord pour les fêtes, puis pour les week-ends, puis juste au hasard, sans prévenir. Elle arrivait sans prévenir, entrait avec la clé de secours qu'Omar lui avait donnée sans demander à Maya, et s'installait dans l'appartement comme si elle était chez elle. La première chose qu'elle faisait était de passer un doigt sur les étagères, vérifiant la présence de poussière. Ensuite, elle regardait dans le réfrigérateur, claquait sa langue et secouait la tête. « Oh, Omar, elle te fait mourir de faim. Laisse-moi te préparer de la vraie nourriture du Sud. » Maya serrait les dents et restait silencieuse. Elle essayait d'être polie et accueillante, de plaire à sa belle-mère, mais rien de ce qu'elle faisait n'était jamais bien. Si elle cuisinait le dîner, c'était trop salé. Si elle nettoyait l'appartement, il y avait de la saleté dans les coins. Si elle achetait de nouveaux rideaux, ils étaient de mauvais goût. Si elle portait une nouvelle robe, elle était habillée comme si elle allait en boîte de nuit. Omar ne défendait jamais sa femme. Il restait silencieux ou soutenait sa mère. Maman a raison. Tu devrais l'écouter. Elle a vécu une vie bien remplie. Un jour, Maya a craqué. Omar, a-t-elle dit quand ils étaient seuls après une des visites de sa mère, je n'en peux plus. Ta mère m'humilie chez moi. Chez toi. Omar s'est moqué. Es-tu la seule à vivre ici? Cet appartement est à mon nom, légalement ma propriété, et j'ai le droit de m'y sentir à l'aise. Le visage d'Omar est devenu écarlate. Il s'est approché d'elle, et pour la première fois, Maya a vu quelque chose dans ses yeux qui l'a instinctivement fait reculer d'un pas. Toi, a-t-il sifflé. Écoute-moi, et souviens-toi en une fois pour toutes. Tu es ma femme, et cela signifie que tout ce que tu as est à nous. Et ma mère viendra ici quand elle le voudra. Tu as compris? Maya n'a pas répondu. Elle s'est détournée et est entrée dans la cuisine. Ses mains tremblaient alors qu'elle se versait un verre d'eau. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir pendant longtemps. Elle était allongée dans l'obscurité, écoutant la respiration lourde de son mari, et réfléchissait. Elle se demandait comment elle s'était retrouvée dans cette situation, où l'homme charmant qui lui offrait des fleurs et la regardait avec des yeux adorateurs était parti, et ce qui allait se passer ensuite. Et pour la première fois, la pensée lui a traversé l'esprit, et si je partais? Mais elle l'a immédiatement repoussé. Où irait-elle, et pourquoi? Elle avait un mari. Elle avait une maison. Selon les normes de la plupart des gens, elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Peut-être qu'elle en demandait simplement trop. Peut-être que c'est ainsi que le mariage était censé être, des compromis, des concessions, de la patience. Elle s'est tournée sur le côté et a fermé les yeux. Le sommeil n'est venu qu'à l'aube. Les quelques années suivantes se sont estompées dans une grisaille monotone pour Maya. Les jours étaient identiques, travail, maison, cuisine, nettoyage, rares visites à ses parents, remarques incessantes de sa belle-mère et indifférence de son mari. Elle a cessé d'essayer de changer la situation.
Elle s'est résignée, a appris à ne pas réagir aux insultes, à laisser passer les critiques et à sourire quand elle avait envie de pleurer. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, la femme qui avait autrefois rêvé d'un grand monde derrière la fenêtre d'un petit appartement. Ses parents ont remarqué le changement. Sa mère a essayé de lui parler à plusieurs reprises. Maya, tout va bien? Tu sembles bizarre. Maya répondait toujours que tout allait bien. Elle était juste fatiguée. Sa mère ne la croyait pas, mais n'insistait pas. Son père restait silencieux. Mais un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la cuisine, il a pris la main de sa fille et a dit « Souviens-toi que nous sommes toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Maya a hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Un an après cette conversation, son père est décédé, une crise cardiaque soudaine. Maya a appris la nouvelle au téléphone de sa mère en larmes. Elle a tout laissé tomber et s'est précipitée chez elle, oubliant de le dire à Omar. Aux funérailles, elle a sangloté plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Son père avait été son roc, son protecteur, silencieux mais fiable, et maintenant il était parti. Omar est venu aux funérailles mais est resté distant. Il ne s'est pas approché de sa belle-mère pour lui présenter ses condoléances, n'a pas étreint sa femme. Il s'est tenu à l'écart avec un regard aigre sur le visage, vérifiant constamment sa montre. Sur le chemin du retour après la réception, il a dit « Super. Maintenant, ta mère va s'appuyer sur nous. Elle va se plaindre d'être seule et abandonnée. » Maya n'a pas répondu. Elle regardait par la fenêtre de la voiture les maisons qui défilaient et pensait que son père avait eu raison. Il l'avait avertie, et elle n'avait pas écouté. Après la mort de son père, quelque chose a changé chez Maya. Au début, elle ne comprenait même pas ce que c'était. Puis, un matin, elle s'est réveillée et a soudainement réalisé « Je ne peux plus vivre comme ça ». Elle avait 37 ans. Elle était malheureuse dans son mariage. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari ne l'aimait pas. L'avait-il jamais aimée? Sa belle-mère la détestait ouvertement. La vie était devenue une ornière sans fin, une ornière dont elle pensait ne pas pouvoir s'échapper. Mais il y avait une issue. Elle avait juste peur de l'admettre. Maya a commencé à agir avec prudence, sans attirer l'attention. Tout d'abord, elle a secrètement mis les documents juridiques de l'appartement dans un coffre-fort à la banque. Omar ne s'est jamais soucié des papiers, mais elle voulait s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Ensuite, elle a commencé à économiser de l'argent, juste un peu à la fois, pour que son mari ne le remarque pas. Elle a transféré une partie de son salaire sur un compte séparé qu'il ne connaissait pas. Elle a commencé à lire davantage, non pas des romans comme avant, mais des livres sur la psychologie et le développement personnel. Elle a appris que ce qui se passait dans sa famille s'appelait de la violence émotionnelle, qu'elle n'était pas en faute, qu'elle n'était pas folle, trop exigeante ou inutile. Cette connaissance lui a donné de la force. Puis, il s'est passé quelque chose qu'elle n'avait pas du tout prévu. La directrice de l'école où travaillait Maya a pris sa retraite. Une nouvelle personne a été nommée à sa place, Elena Miller, une femme énergique d'une 50aine d'années qui avait déménagé de la capitale. Elle était tout le contraire de sa prédécesseure, moderne, progressiste et pleine d'idées. Elena Miller a rapidement remarqué Maya. Elle aimait sa façon d'enseigner, sa façon d'interagir avec les enfants et les parents, et sa façon calme et professionnelle de gérer les conflits. Maya Davis a-t-elle dit un jour après une réunion du corps professoral, « Vous avez du potentiel. Pourquoi êtes-vous encore une enseignante ordinaire? Avec vos capacités, vous pourriez être directrice adjointe. » Maya était confuse. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. « Je ne sais pas, a-t-elle marmonné. Je n'y ai jamais vraiment pensé. » Eh bien, vous devriez y penser, Elena Miller a souri. Dans notre profession, il est important de grandir, et pas seulement professionnellement. Cette conversation est restée gravée dans la tête de Maya. Elle n'avait vraiment jamais pensé à un plan de carrière. Elle pensait qu'être enseignante à l'école primaire était le plafond, qu'elle ne pouvait pas grimper plus haut. Mais si elle avait tort? 6 mois plus tard, Elena Miller a offert à Maya le poste de directrice adjointe chargée des programmes et de l'enseignement. Le salaire était plus élevé, les responsabilités plus grandes, mais les opportunités l'étaient aussi. « Je dois en parler à mon mari », a dit Maya, bien qu'elle connaissait déjà sa réponse. Omar, bien sûr, était contre. « Oh, c'est juste ce dont nous avons besoin », s'est-il moqué. « Tu es déjà au travail constamment. Et maintenant quoi, tu ne seras plus jamais à la maison. Qui va cuisiner?
Nettoyer. Je trouverai du temps pour tout, a répondu Maya calmement. Tu n'as pas besoin de construire une carrière. Une femme devrait s'occuper de la maison, pas courir à des réunions. Maya a regardé son mari, son visage rouge d'irritation, ses lèvres dégoûtantes serrées, ses petits yeux en colère, et a soudainement réalisé qu'elle s'en fichait. Elle ne se souciait absolument pas de ce qu'il pensait. J'accepte l'offre, a-t-elle dit, et est sortie de la pièce. Omar a crié quelque chose sur l'ingratitude et la stupidité féminine après elle. Maya n'a pas écouté. Pour la première fois depuis des années, elle avait pris une décision sans le consulter, et c'était merveilleux. Le poste de directrice adjointe a ouvert un nouveau monde à Maya. Elle s'est avérée être une excellente organisatrice, douée pour entrer en contact avec les gens et résoudre des problèmes complexes. Ses collègues la respectaient pour son équité et son professionnalisme. Les parents l'appréciaient pour son écoute et son aide. Maya s'est épanouie. Elle a commencé à mieux s'habiller, à prendre soin d'elle, même à sourire, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Ses collègues ont remarqué le changement et étaient heureux pour elle. À la maison, bien sûr, les choses ont empiré. Omar n'a pas pu pardonner la trahison de sa femme. Il est devenu encore plus irritable et pointilleux, rentrant tard et ivre, exigeant le dîner alors qu'elle lui avait demandé de la prévenir à l'avance. Si la nourriture était froide, il se disputait. Si elle était chaude, il trouvait quand même une raison de se plaindre. Sa mère a commencé à venir presque tous les week-ends. Elle semblait sentir son influence s'estomper et à redoubler d'efforts. Elle critiquait tout, la façon dont Maya s'habillant comme une sorte de directrice, la façon dont elle cuisinait, des bordures immangeables, et la façon dont elle gérait la maison. De mon temps, les femmes savaient comment tenir une maison. Mais Maya ne réagissait plus aussi douloureusement qu'avant. Elle avait construit un mur intérieur contre lequel toutes les attaques se brisaient. Elle souriait, hochait la tête et faisait les choses à sa manière. Et le soir, quand Omar s'endormait devant la télévision, elle s'asseyait dans la cuisine avec une tasse de thé et planifiait un avenir qui, peut-être, n'aurait pas de place pour cet homme. Maya a eu 39 ans lorsque sa mère est décédée. Valérie s'est éteinte en quelques mois. Le médecin a dit, cancer à un stade avancé. Maya allait la voir tous les week-ends, malgré les protestations d'Omar. Elle s'asseyait à côté du lit, lui tenait la main et lui lisait ses poèmes préférés à voix haute. Dans ces derniers jours, sa mère était très faible, mais consciente. Un jour, elle a fait signe à sa fille de s'approcher et a chuchoté, « Maya, promets-moi. » « Quoi, maman ? » ?»« Promets-moi que tu seras heureuse, vraiment heureuse. Tu le mérites. » « Je peux voir, » a continué sa mère. « Je peux voir que tu es malheureuse avec lui. Je le vois depuis longtemps. Ton père le voyait aussi. Nous ne voulions pas nous en mêler. Nous pensions que c'était ton affaire. Mais maintenant, promets-moi, ne gâche pas ta vie avec un homme qui ne te valorise pas. Je te le promets, maman, a chuchoté Maya. 3 jours plus tard, sa mère était partie. Tout le monde est venu aux funérailles, même des parents éloignés que Maya n'avait pas vus depuis des années. Tout le monde sauf Omar. Il a prétendu qu'il avait un voyage d'affaires important qu'il ne pouvait absolument pas annuler. Maya a enterré sa mère à côté de son père dans l'ancien cimetière de la ville. Elle est restée longtemps près de la tombe fraîche, ignorant la froide pluie d'automne. Elle était complètement seule maintenant. Ses parents étaient partis. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari avait depuis longtemps cessé d'être un mari. Mais c'est à ce moment-là, debout sous la pluie près des tombes de ses parents, que Maya a ressenti non pas du désespoir, mais une étrange clarté. Elle a réalisé que sa mère lui avait donné une dernière leçon, la leçon de ne pas remettre la vie à plus tard. Après la mort de sa mère, Maya a hérité de l'appartement de ses parents, le petit 2 pièces où elle a grandi. Elle ne l'a pas vendu. Elle l'a loué et a ajouté l'argent à son compte secret. Omar, en apprenant l'héritage, a immédiatement recommencé à parler de vente. « Pourquoi as-tu besoin de 2 propriétés ?» a-t-il insisté. « Nous allons vendre les 2, acheter une maison en banlieue. » « J'ai toujours rêvé de posséder une maison. » « Non, » a répondu Maya catégoriquement. « Que veux-tu dire, non ? » « Je veux dire exactement cela. C'est mon héritage, et je déciderai quoi en faire. » Le visage d'Omar s'est assombri de colère. Il n'était pas habitué à ce que sa femme se dispute avec lui. Avant, il suffisait qu'il hausse la voix, et elle cédait. Maintenant, tu commences vraiment à dépasser les bornes, a-t-il sifflé.
As-tu oublié qui commande ici? Maya l'a regardé dans les yeux, calmement, sans peur. Personne ne commande ici, a-t-elle dit. Nous sommes mari et femme, ou nous devrions être des partenaires égaux. Mais toi, il semble que tu ne comprennes pas cela. Elle s'est retournée et s'est éloignée. Omar n'a pas osé l'arrêter. Quelque chose dans son regard l'a fait reculer. Le temps a passé. Maya a eu 40 ans, puis 41 ans. Elle a continué à travailler, à économiser de l'argent et à se préparer au jour où elle demanderait finalement le divorce. Pourquoi n'était-elle pas partie plus tôt? Elle ne le savait pas elle-même. Peut-être avait-elle peur du jugement. Peut-être espérait-elle qu'Omar changerait. Peut-être avait-elle juste besoin d'une dernière poussée. Cette poussée est venue une semaine avant le réveillon du Nouvel An. Omar est rentré ivre. Pas fortement, mais suffisamment pour délier sa langue. Il s'est assis dans la cuisine, a exigé le dîner et a commencé à parler pendant que Maya réchauffait sa nourriture. Tu sais, a-t-il dit, piquant son assiette avec sa fourchette, je pensais, je vais inviter tout le monde pour le Nouvel An, ma mère, bien sûr, mon frère et sa famille, peut-être quelques autres. Maya s'est figée. Que veux-tu dire, tu vas les inviter? Nous n'en avons pas discuté. Qui a-t-il à discuter? C'est ma maison, ma famille. Je veux fêter ça avec ma famille. C'est ma maison, dit Maya doucement mais fermement. L'appartement est à mon nom. Omar repoussa son assiette et regarda sa femme. Une lueur sombre et dangereuse brillait dans ses yeux. Tu sais quoi, cracha-t-il. Combien d'années vas-tu encore me chanter cette chanson de mon appartement? J'en ai marre. Tant que nous sommes mariés, tout est partagé, point final. Alors, prépare-toi pour la fête. Je te donnerai la liste des invités demain. Il se leva et alla dans le salon. Une minute plus tard, le son de la télévision emplit l'air. Maya resta dans la cuisine. Elle s'appuya contre le mur, sentant son cœur battre la chamade. Non, non, trop c'est trop. Cette nuit-là, elle prit sa décision finale. Maya passa la semaine suivante dans un état étrange. Extérieurement, tout était normal, travail, maison, cuisine, ménage. Elle commença même à acheter des provisions pour la fête. Omar lui avait donné une liste de 20 articles, sans compter l'alcool. Mais à l'intérieur, elle était parfaitement calme, froide comme la glace. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle n'avait plus qu'à attendre le bon moment. Elle alla voir son avocat, un vieil ami de la famille qui l'avait aidé pour les papiers d'héritage. Elle expliqua la situation et posa des questions. L'avocat confirma ce qu'elle savait déjà, l'appartement était sa propriété personnelle, acquise par héritage. Omar n'avait aucun droit légal dessus. Vous pouvez lui demander de quitter les lieux à tout moment, dit l'avocat. S'il refuse, appelez la police. Ils sont obligés de vous assister. Maya acquiesça. Elle n'avait pas l'intention d'appeler la police. Elle savait qu'Omar partirait de lui-même. C'était un lâche. Il avait toujours été un lâche. Il le cachait simplement habilement derrière un simulacre d'agression. Le 29 décembre, sa belle-mère appela. Maya, ma chérie, elle roucoula d'une voix doucereuse. Elle l'appelait généralement « Eh ou toi ». Nous avons décidé de venir plus tôt. Nous serons là le matin du Nouvel An. Nous devons t'aider à cuisiner. Tu ne peux pas tout gérer toute seule. Maya n'était pas surprise. Elle savait depuis longtemps que l'aide de sa belle-mère consistait à s'asseoir sur le canapé et à donner des instructions. D'accord, répondit-elle calmement. Venez. Omar, entendant la conversation, acquiesça avec un sourire suffisant. Tu vois, maman se soucie de toi. Et tu te plaignais. Maya resta silencieuse. Le 30 décembre, elle travailla tard. Il y avait un concert de Noël à l'école. Elle rentra chez elle vers 21h, fatiguée mais calme. Omar mangeait en silence, les yeux rivés sur son téléphone. Maya s'assit en face de lui et l'observa, cet étranger avec qui elle vivait depuis près de 10 ans, un homme qui ne l'avait jamais remercié une seule fois, qui ne s'était jamais enquis de sa journée, qui la traitait de truie et d'idiote. « Qu'est-ce que tu regardes » grogna-t-il, croisant son regard. « Rien, répondit-elle. Je réfléchis. Eh bien, tu devrais réfléchir au menu de demain. Maman adore tous les hors-d'œuvre de Noël. N'oublie pas. Je n'oublierai pas. Cette nuit-là,
Maya dormit profondément et paisiblement, pour la première fois depuis des années. Le matin du nouvel an était froid et ensoleillé. Maya se réveilla à 6 heures sans réveil. Elle resta allongée pendant quelques minutes, fixant le plafond. Tout change aujourd'hui. Elle se leva, prit une douche et s'habilla. Elle prépara du café dans la cuisine, le buvant lentement, savourant le silence. Omar dormait encore. Il faisait toujours la grasse matinée, surtout le week-end. À 8 heures du matin, la sonnette retentit. Sa belle-mère, avec des sacs et un regard mécontent sur son visage, entra d'un pas lourd dans le couloir. « Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir la porte » lança-t-elle au lieu de dire bonjour. « Je suis restée dehors à geler. » Elle était suivie du frère d'Omar, Victor Jenkins, de sa femme Sylvia, et de leurs 2 fils. Victor était une copie de son frère aîné, tout aussi satisfait de lui-même et grossier. Sylvia était une femme timide et silencieuse qui ne croisait jamais le regard de personne. Les garçons, âgés de 8 et 10 ans, commencèrent immédiatement à courir dans l'appartement, attrapant tout ce qu'ils trouvaient. « Alors, montre-moi ce que tu as préparé » exigea Zoé, entrant dans la cuisine. Maya ouvrit silencieusement le réfrigérateur. Il était rempli de provisions. Elle avait fait des courses toute la semaine. Zoé inspecta le contenu avec un regard critique. C'est tout ce qu'il y a de charcuterie? Ce n'est pas assez. Achète aussi du fromage. Et le vin pétillant n'est pas sur la liste. Omar ne fête pas le nouvel an sans bulle. Je sais ce dont Omar a besoin, répondit Maya calmement. Zoé haussa les sourcils. N'ose pas me manquer de respect. Je suis sa mère. Je sais mieux ce dont mon fils a besoin. Maya resta silencieuse. Pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Omar se réveilla vers midi. Il sortit, l'air endormi, vêtu d'un t-shirt et d'un pantalon de survêtement détendu. Sa mère se précipita immédiatement vers lui. « Omar, mon chéri, comment as-tu dormi? Dois-je te faire du café ?» Maya observa la scène avec un étrange détachement, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre à travers une vitre. Après le déjeuner, ou plutôt après le petit déjeuner tardif que Maya avait préparé pour toute la bande, il s'avéra qu'il manquait effectivement des articles. Zoé annonça triomphalement, « Tu vois? Je te l'avais dit. » « Quelqu'un doit aller au magasin, » dit Omar en s'affalant sur le canapé. « Alors vas-y, » suggéra Maya. Un silence gênant se fit. Omar fixa sa femme comme si elle était une extraterrestre. « Quoi? Tu es folle? Suis-je une femme? Pour faire des courses au magasin? Je suis fatigué. J'ai cuisiné toute la journée. Et alors? C'est ton travail de cuisiner. Un homme a besoin de se reposer. Allez, bouge-toi avant que les files d'attente ne soient trop longues. Maya voulut objecter, mais sa belle-mère intervint. Exactement. Dépêche-toi. Il est presque 5 heures, et nous n'avons même pas effleuré la surface. Maya mit silencieusement son manteau, attrapa son sac à main et quitta l'appartement. Dans l'ascenseur, elle sortit son téléphone et vérifia l'écran. Presque 5 heures. 7 heures avant minuit. Le magasin était un chaos. Le réveillon du Nouvel An, le jour où tout le monde se souvient soudainement qu'il a oublié d'acheter quelque chose d'essentiel. Les files d'attente s'étiraient sur toute la surface de vente. Les gens se bousculaient dans les rayons, arrachant les derniers paquets de hors-d'œuvre et les canettes de soda. Maya rassembla méthodiquement les articles de la liste. Elle prit son temps. Elle se sentait presque bien. Ici, parmi les inconnus dans cette folie, elle se sentait plus libre qu'à la maison. Elle faisait la queue à la caisse quand son téléphone sonna. L'écran affichait Omar. Maya regarda l'appel pendant quelques secondes, puis appuya sur le bouton de réponse. « Où te traînes-tu, espèce de truie » rugit son mari. « Ma famille a faim depuis 1 heure, et la table du dîner de fête n'est pas encore dressée. Et n'oublie pas d'acheter des cadeaux à tout le monde. » Les gens dans la file d'attente se retournèrent. La femme devant elle secoua la tête avec sympathie. Le vieil homme derrière elle grogna désapprobativement. Maya écouta en silence. Elle n'interrompit pas, ne se défendit pas, ne pleura pas. Elle se contenta d'écouter. Et 3 bouteilles de vin pétillant, pas moins. Maman aime le demi-sec. Tu m'écoutes? Je t'entends, dit Maya doucement. Bien. Bouge-toi alors.
sois à la maison dans une demi-heure. Il raccrocha. Maya remit le téléphone dans sa poche et regarda la file d'attente devant elle, une quinzaine de personnes, pas moins, puis ses chariots remplis de nourriture, et enfin l'horloge sur le mur, 6h moins le quart. Et soudain, elle sourit. La femme devant se retourna, surprise. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui » répondit Maya. « Tout va parfaitement bien. » Elle sortit son téléphone et envoya un court message, pas à Omar, mais à sa vieille amie Keisha, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Omar n'avait jamais approuvé cette amitié. « Keisha, salut, joyeux presque nouvel an. Je divorce aujourd'hui. On te racontera tout plus tard. » Une réponse arriva en moins d'une minute. Enfin. Il était grand temps. Sois forte. Je suis là pour toi. Maya sourit à nouveau. Elle paya les courses, quitta le magasin et monta dans sa voiture. Pendant quelques minutes, elle resta assise là, les yeux fixés droit devant elle. Puis elle démarra le moteur et rentra chez elle dans son appartement, qui était actuellement rempli d'étrangers qui se considéraient comme les propriétaires de sa vie. Mais plus pour longtemps. Sur le chemin, Maya pensa à la façon dont les 10 dernières années s'étaient écoulées, au nombre de fois où elle avait pardonné, enduré et gardé le silence, au nombre de fois où elle avait voulu partir et était restée, à la façon dont elle s'était perdue dans ce mariage, et à la façon dont petit à petit elle avait commencé à se retrouver. Elle se souvint de ses parents, de leur amour calme et paisible, de la façon dont son père apportait des fleurs à sa mère sans raison, de la façon dont sa mère préparait ses biscuits préférés, et il faisait la vaisselle pour qu'elle puisse se reposer, de la façon dont il se regardait avec tendresse et respect. Omar ne l'avait jamais regardé de cette façon. Peut-être ne savait-il tout simplement pas comment aimer, ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas. Cela n'avait plus d'importance. Maya se gara près de l'immeuble, sortit de la voiture et sortit les sacs de provisions du coffre. Ils étaient lourds, tellement nombreux, assez pour toute une foule. Elle resta dans le froid, tenant ses sacs, et réalisa soudain qu'elle ne voulait pas les monter. Elle ne voulait pas préparer un dîner de fête pour des gens qui ne la respectaient pas. Elle ne voulait pas sourire et faire semblant que tout allait bien. Elle ne voulait pas, et elle ne le ferait pas. Maya remit les sacs dans le coffre, ferma la voiture à clé et se dirigea vers l'entrée. Dans l'ascenseur, elle sortit le trousseau de clés de son sac à main. Elle trouva la petite clé du coffre-fort et la caressa doucement avec son doigt comme un talisman. Les documents de l'appartement et ses papiers d'assurance s'y trouvaient. L'ascenseur s'arrêta à son étage. Maya sortit et se dirigea vers sa porte. Elle pouvait entendre des voix et des rires derrière elle. Sa belle-mère racontait une histoire à haute voix. Victor ricanait. Maya ouvrit la porte et entra dans sa nouvelle vie. Le couloir sentait le parfum de sa belle-mère, écœurant, d'une douceur sirupeuse. Maya enleva son manteau et l'accrocha soigneusement au porte-manteau. Des conversations bruyantes provenaient du salon. « Où sont les courses ?» rugit la voix d'Omar. Maya ne répondit pas. Elle enleva ses bottes, mit ses chaussons, ceux que sa belle-mère appelait des chiffons, et entra dans la pièce. La scène qu'elle trouva était douloureusement familière. Zoé était perchée dans le fauteuil, celui-là même qui avait appartenu à la grand-mère de Maya. Omar était affalé sur le canapé, les pieds posés sur la table basse. Victor était assis à côté de son frère, les deux les yeux rivés sur leur téléphone. Sylvia était recroquevillée dans le coin du canapé comme une souris effrayée. Les enfants couraient partout dans l'appartement, et l'un d'eux avait déjà cassé une figurine en porcelaine que Maya avait rapportée de son unique voyage à l'étranger. Eh bien, enfin, Zoé pinça les lèvres. Nous sommes en train de mourir de faim ici, et elle se promène. Où sont les sacs? Omar ne leva même pas les yeux de son téléphone. Dans la voiture, répondit Maya calmement. Une pause. Omar tourna lentement la tête. Dans la voiture? Comment ça? Exactement ça. Dans le coffre. Et tu les as laissés là? Oui. Omar jeta son téléphone de côté et sauta du canapé. Son visage commença à rougir, signe certain d'une tempête imminente. Tu es folle? C'est toute la nourriture pour la fête. Ça va geler. Ça ne va pas geler. Il fait environ 5 degrés dehors, pas moins 5. Zoé halta et serra sa poitrine, un geste habituel qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait attirer l'attention. Omar, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se moque de nous. Maman, calme-toi. Omar s'approcha de sa femme.
Maintenant, ils étaient presque face à face. Elle pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à l'odeur de sueur et de bière. Il gronda entre ses dents serrées, maintenant, tu descends, tu remontes tout et tu commences à préparer le dîner dans les 5 minutes, comme tu devrais le faire. C'est clair? Maya ne détourna pas le regard. Non, ce n'est pas clair, dit-elle, parce que ça n'arrivera pas. Les quelques secondes suivantes semblèrent une éternité. Elle observa le visage d'Omar passer de la confusion à la fureur, vit la veine palpiter à sa tempe et ses poings se serrer. Toi! Il s'étrangla de colère. Qu'est-ce que tu fais? Devant tout le monde? Devant ma mère? Maya parla calmement, sans élever la voix. Je ne vais plus le tolérer. Tolérer? Tolérer quoi? Te tolérer toi et ta famille. C'est tout. Zoé bondit hors du fauteuil avec une agilité surprenante pour sa taille. Comment oses-tu, Omar? Tu as entendu ça? Elle nous insulte chez nous. Chez vous? Maya se tourna vers sa belle-mère. Excusez-moi, Zoé, mais c'est chez moi, mon appartement. Il m'a été légué par ma grand-mère et est à mon nom. Vous êtes des invités ici, ou plutôt, vous étiez des invités. Le silence devint presque physique. Victor se leva du canapé. Sa femme se recroquevilla encore plus dans le coin. Les enfants se turent, sentant que quelque chose de grave se passait. De quoi parles-tu? Omar attrapa l'épaule de Maya. Tu es ma femme. Tout ce que tu as est à nous. Maya enleva calmement sa main de son épaule. Non, Omar, ce n'est pas à nous. Cet appartement m'a été hérité avant ou pendant le mariage. En vertu de la loi, c'est ma propriété personnelle. Tu n'as absolument aucun droit dessus. Tu peux vérifier auprès d'un avocat si tu ne me crois pas. Tu ne peux pas être sérieuse, bégaya Omar. Il ne savait pas quoi dire. En 10 ans de mariage, sa femme ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Il était habitué à ce qu'elle soit d'accord, qu'elle concède, qu'elle se taise. Tu es ivre ou quoi? Finit-il par demander. Complètement sobre, pour la première fois depuis des années. Zoé se laissa retomber dans le fauteuil. Son visage était pâle. Ses lèvres tremblaient. Omar, murmura-t-elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous parle-t-elle comme ça? Je vais vous expliquer. Maya se tourna vers sa belle-mère. Voilà ce qui se passe. Je vous demande à tous de quitter mon appartement tout de suite. Quoi? Rugit Omar. Tu m'as entendu. Faites vos valises et partez. Vous tous. Victor s'avança, gonflant sa poitrine. Écoute, quel est ton problème? C'est le réveillon du nouvel an et tu fais une crise. Calme-toi et va cuisiner pendant que nous sommes encore gentils. Maya regarda Victor avec une expression qui le fit instinctivement reculer. Victor, ce ne sont pas tes affaires. C'est entre Omar et moi. Ou plutôt, ce n'est plus entre nous parce qu'après les vacances, je demande le divorce. Les mots frappèrent comme un coup de foudre. Zoé halta et serra à nouveau sa poitrine. Cette fois, cela sembla sincère. Omar se figea la bouche ouverte. Victor laissa échapper un sifflement sourd. Sylvia leva les yeux, et pour la première fois de la soirée, elle regarda Maya avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Divorce. La voix d'Omar se brisa. Tu plaisantes? Non, je suis tout à fait sérieuse. Notre mariage est terminé. C'est terminé depuis longtemps, pour être honnête. J'ai juste attendu trop longtemps pour l'admettre. Mais pourquoi? Maya laissa échapper un rire amer. Pourquoi? Tu me demandes honnêtement pourquoi? Après 10 ans d'humiliation, d'insultes et de négligence? Après que tu m'as traité de truie, d'idiote? Après que ta mère s'est essuyé les pieds sur moi pendant des années et que tu es resté silencieux? Après que tu ne m'as jamais, pas une seule fois en disant, remercié, ou demandé comment je me sentais, ou serré dans mes bras juste comme ça? Tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué d'être une femme de ménage dans ma propre maison. Je suis fatigué de cuisiner, de nettoyer et de faire la lessive, et de n'entendre que des critiques en retour. Je suis fatigué de ta mère qui me donne des ordres comme si j'étais une servante sous contrat. Je suis fatigué de ton indifférence, de ta grossièreté, de ton mépris. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle.
Le silence dans la pièce était assourdissant. Aujourd'hui, tu m'as traité de truie devant tout le monde. Dans la file d'attente à l'épicerie, les gens m'ont regardé avec pitié. Et tu sais quoi? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne permettrai plus à personne, tu m'entends? À personne de me traiter de cette façon. Omar resta debout comme frappé par la foudre. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. Sa femme, sa Maya tranquille et soumise, s'était soudainement transformée en une femme inconnue, une femme aux yeux brûlants et à la voix d'acier. Tu ne peux pas faire ça, bégaya Théil. Nous avons une famille. 10 ans. Quelle famille, Omar? De quoi parles-tu? La famille, c'est quand les gens s'aiment et se respectent. Que avons-nous? Tu rentres à la maison. Tu manges. Tu regardes la télé. Tu dors. Je suis du personnel de service pour toi, même pas une personne. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et tu le sais. Zoé finit par retrouver sa voix. Omar, ne l'écoute pas. Elle est devenue folle. Nous devons appeler un médecin. Zoé Price, Maya se tourna vers elle, ma santé mentale est parfaitement bonne, pour la première fois depuis des années, je le répète. Mais vous devriez en effet consulter un professionnel, car la façon dont vous traitez vos belles-filles n'est pas normale. C'est pathologique. Zoé s'étrangla d'indignation. Comment oses-tu? Maman, tais-toi, dit Omar de façon inattendue. Tout le monde le regarda avec surprise. Il passa une main sur son visage, comme pour se réveiller d'un mauvais rêve. Maya, sa voix devint presque suppliante. Parlons-en, seul, sans tout le monde ici. De quoi parler, Omar? Tout a été dit. Non, attends. Je ne savais pas que tu étais si malheureuse. Tu n'as jamais rien dit. J'ai dit des choses à plusieurs reprises. Tu n'as pas écouté, mais je peux changer. Nous pouvons recommencer. Maya secoua la tête. Non, Omar, il est trop tard. Beaucoup trop tard. Victor, qui avait changé de poids pendant un certain temps, finit par craquer. D'accord, assez de ce cirque. Le nouvel an est dans quelques heures, et nous sommes là à écouter l'hystérie d'une femme. Omar, occupe-toi de ta femme, et nous irons au magasin pendant un moment puisqu'elle, il jeta un regard méprisant à Maya, n'a pas daigné s'en soucier. Victor, Maya parla calmement, mais sa voix était teintée d'acier. Je ne pense pas que vous ayez compris. Je vous demande à tous de partir, y compris vous, votre femme et vos enfants, votre mère et Omar. Tu es complètement folle? Victor s'avança vers elle. Où sommes-nous censés aller? Nous avons conduit depuis un autre état. Ce n'est pas mon problème. Il y a des hôtels. Il y a des amis. Vous vous débrouillerez. Je vais. Victor leva la main, mais Omar attrapa son bras. Arrête. Ne fais pas ça. Omar, qu'est-ce que tu fais? Elle est. J'ai dit ne fais pas ça. Les frères se fixèrent du regard. Quelque chose dans le regard d'Omar fit baisser la main de Victor. Très bien, cracha Théil. Fais comme tu veux, mais je ne vais pas laisser tomber ça. Tu vas le faire, dit Maya, parce que si tu lèves la main sur moi, j'appelle la police, et tu auras de gros problèmes. Elle sortit son téléphone de sa poche et le plaça de manière démonstrative sur la table basse. Je ne plaisante pas. Toute tentative d'utiliser la force contre moi, et j'appelle la police. Cet appartement est ma propriété, et j'ai parfaitement le droit de vous demander de le quitter. Si vous refusez, la police vous aidera. Zoé, qui était assise dans le fauteuil depuis tout ce temps, éclata soudain en sanglots bruyants, pleurant comme un enfant. Pourquoi, se lamenta-t-elle. Pourquoi est-ce que cela nous arrive? Nous l'avons traitée comme une famille et elle est un serpent, une vipère. Zoé Price, Maya n'éleva pas la voix, vous ne m'avez jamais traité comme une famille. Dès le premier jour, vous avez clairement indiqué que je n'étais pas assez bien pour votre fils. Vous avez critiqué tout ce que j'ai fait. Vous m'avez humilié à chaque occasion et avez monté Omar contre moi. Alors, passons les effets de théâtre. Effets de théâtre? Zoé bondit sur ses pieds. Je t'ai élevé. Je t'ai appris à cuisiner, à nettoyer, à tenir une maison, et tu. Vous ne m'avez rien appris. Je savais comment faire tout ça avant de rencontrer votre fils,
et je l'ai fait volontiers jusqu'à ce que je réalise que personne n'appréciait mes efforts. Maya vérifia l'heure. Il est 18h30. Je vous donne 1 heure pour faire vos valises. Vous devez tous quitter l'appartement à 19h30. Sans exception. Et si nous ne partons pas, lança Victor. Alors j'appellerai la police, comme je l'ai dit. Tu n'oserais pas. J'ose. Ils se fixèrent du regard, Maya et les 3 adultes qui avaient l'habitude de lui donner des ordres. Et pour la première fois depuis toutes ces années, elle ne ressentit aucune peur, seulement de la lassitude et un étrange soulagement, presque physique. Omar, elle se tourna vers son mari, tu dois aussi partir. Tu peux prendre les nécessités. Tu pourras récupérer le reste plus tard. Après les vacances, nous appellerons et discuterons des détails du divorce. Maya, la conversation est terminée. L'heure suivante passa dans un brouillard. Zoé continua à se lamenter et à sangloter, maudissant le serpent ingrat. Victor marmonna des obscénités en faisant ses valises. Sylvia habilla silencieusement les enfants, et Maya remarqua que les coins de sa bouche étaient légèrement relevés, comme dans un sourire secret. Omar erra dans l'appartement comme une âme perdue. Il ramassait un objet, puis le reposait. À plusieurs reprises, il s'approcha de Maya, essayant de dire quelque chose, mais elle se détourna. À un moment donné, il s'arrêta au milieu de la pièce et dit, « Je ne comprends pas pourquoi ça doit être maintenant. Pourquoi le soir du Nouvel An ?» Maya, assise dans la cuisine avec une tasse de thé, leva les yeux vers lui. « Parce qu'aujourd'hui, tu m'as traité de truie devant tout le monde pour la toute dernière fois. Je ne pensais pas que c'était si grave. J'étais juste en colère. Tu es toujours juste en colère, depuis 10 ans, et je l'ai toléré pendant 10 ans, mais je ne le ferai plus. Mais nous pouvons. Non, Omar, nous ne pouvons pas. Nous ne le pouvons plus. » Il baissa la tête et quitta silencieusement la cuisine. À 8h moins le quart, ils étaient enfin prêts. Zoé, rouge de larmes et de colère. Victor, impassible. Sylvia avec les enfants, qui ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. Et Omar, déconcerté, qui semblait avoir pris 10 ans en 1 heure. Ils se tenaient dans l'entrée, habillés et tenant leur sac. Maya les observait depuis la porte de la cuisine. « Tu vas le regretter, » siffla Zoé. « Tu finiras seul comme un chien. Personne ne veut de toi à part mon Omar, et il te pardonnera. Tu verras. Il est gentil, contrairement à toi, ingrate. » « Au revoir, Zoé Price, » répondit Maya calmement. « Nous nous reverrons, » insista Zoé. « Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Tu me rendras des comptes pour tout. Maman, on y va. » Omar prit son bras. Il se retourna vers Maya. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la douleur, mais une lueur de compréhension, ou peut-être juste de l'épuisement. « Je t'appellerai après les vacances, » dit-il. « D'accord. » Il ouvrit la porte. La famille de Zoé et Victor sortit en premier. Omar s'attarda sur le seuil. « Maya ? » ?»« Oui. Je suis désolé. Pour tout. » Elle ne dit rien. Elle le regarda simplement sortir, regarda la porte se fermer, regarda le verrou se claquer. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se permit de pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Catharsis. Maya s'effondra sur le sol, juste là dans l'entrée, adossa son dos au mur et pleura. Elle pleura pour toutes les années où elle s'était interdit de le faire. Pour toutes les humiliations qu'elle avait endurées en silence. Pour tous les rêves qu'elle avait enterrés pour sauver une famille. Elle pleura longtemps, peut-être 5 minutes, peut-être une demi-heure. Le temps n'avait plus de sens. Finalement, les larmes cessèrent. Maya se leva, se lava le visage à l'eau froide et se regarda dans le miroir. Elle vit une femme avec des yeux rouges et un nez gonflé. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la lumière. De l'espoir. De la vie. Elle sourit à son reflet. « Bonne année, Maya Davis, » dit-elle à voix haute. « À une nouvelle vie. » L'appartement semblait inhabituellement silencieux. Maya traversa les pièces comme si elle les découvrait à nouveau. Voici le salon, où sa belle-mère s'était assise dans le fauteuil de sa grand-mère pendant tant d'années. Voici la chambre, où elle était restée allongée sans dormir la nuit,
fixant le plafond et rêvant d'une vie différente. Voici la cuisine, où elle avait passé des heures à préparer des repas pour des gens qui ne l'appréciaient pas. Maintenant, tout cela était juste à elle. Sa maison. Maintenant tout cela était juste à elle, sa maison, son espace, sa vie. Maya ouvrit le réfrigérateur. Il était presque vide. Toutes les provisions étaient encore dans la voiture. Elle gloussa. Eh bien, elle se passera d'amuse-gueule et de pot-au-feu ce soir. Elle trouva un plat surgelé, son préféré, qu'elle achetait en secret parce qu'Omar considérait que c'était de la nourriture de pauvre. Elle mit de l'eau sur le feu et sortit une bouteille de vin rouge du placard, un cadeau d'anniversaire d'un collègue qu'elle n'avait jamais ouverte. Pendant que l'eau bouillait, Maya dressa une petite table près de la fenêtre et y plaça une bougie, une simple bougie blanche qu'elle gardait pour les pannes de courant. Elle l'alluma. Par la fenêtre, elle pouvait voir des lumières clignoter dans les immeubles voisins, des gens s'affairer, se préparer pour les fêtes. Quelque part, des feux d'artifice impatients étaient déjà tirés, incapables d'attendre minuit. Maya s'assit à la table avec une assiette de son plat surgelé et un verre de vin. Elle regarda l'horloge. 21h30, 2h30 avant la nouvelle année. Elle leva son verre. À la liberté, dit-elle à la pièce vide et prit une gorgée. Le vin était corsé et réchauffant. Le dîner était chaud et délicieux, et le silence était une bénédiction. À 23h, Keisha appela. « Alors, comment vas-tu » Sa voix était excitée. « Je vais bien. Mieux que bien. Tu les as mis dehors » J'ai mis tout le monde dehors. Bravo. Tu as enduré ça, Keisha utilisa un juron fort, pendant tant d'années, et tu l'as enfin fait. Je n'arrive toujours pas à y croire. Maya sourit. Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas? Nous avons un groupe amusant ici. Fait-on ça ensemble? Maya réfléchit un instant. Non, Keisha, merci. Mais je veux être seule. Mon premier réveillon du Nouvel An seul depuis des années. Le mien. Tu comprends? Oui, je comprends. Elle pouvait entendre le sourire dans la voix de son ami. Alors bonne année à toi et appelle-moi quand tu veux. Merci. Bonne année. Maya raccrocha et regarda à nouveau par la fenêtre. Il y avait plus de feux d'artifice maintenant. La ville se préparait pour la célébration. Elle alluma la télévision juste pour entendre des voix humaines. Une sorte d'émission du réveillon du Nouvel An était en cours. Les animateurs riaient et les invités chantaient des chansons. Le bruit habituel des fêtes, qui l'irritait auparavant, lui semblait maintenant presque confortable. Maya s'installa sur le canapé avec une couverture et le reste du vin. Elle ne regarda pas l'écran. Elle était juste assise et pensait à ce qui allait se passer ensuite, au divorce qu'elle devait demander, à la façon dont sa vie allait changer. Il n'y avait pas de peur. Il y avait de l'anticipation, comme avant un voyage attendu depuis longtemps. À 5 minutes de minuit, Maya se leva et alla à la fenêtre. La ville en contrebas brillait de lumière. Des silhouettes de personnes clignotaient aux fenêtres des maisons voisines. Elle levait des verres, se câlinait et riait. Elle se versa la dernière gorgée de vin. Le compte à rebours commença sur l'écran de télévision. 10, 9, 8. Maya ferma les yeux et fit un vœu simple, être heureuse, vraiment heureuse, comme sa mère l'avait demandé. 3, 2, 1. Des dizaines, des centaines de lumières s'épanouirent dans le ciel nocturne. Un boom, un crépitement, des cris enthousiastes de la rue. Maya se tenait près de la fenêtre, serrant son verre de vin contre sa poitrine, regardant la célébration. Pour la première fois depuis des années, elle fêtait le réveillon du Nouvel An seule. Et pour la première fois depuis des années, elle était vraiment heureuse. « Bonne année, maman » murmura-t-elle, regardant les étoiles à travers les éclairs des feux d'artifice. « Bonne année, papa. J'ai tenu ma promesse. » Le 1er janvier, Maya dormit jusqu'à midi, se réveillant avec le soleil d'hiver qui illuminait la pièce à travers la fenêtre. Elle avait oublié de fermer les stores. Elle resta allongée pendant quelques secondes, fixant le plafond, se rappelant la veille. L'appel d'Omar, la queue à l'épicerie, rentrer à la maison, la conversation, l'expulsion. C'est arrivé. C'est vraiment arrivé. Elle l'avait fait. Maya sourit et s'étira. Son corps se sentait léger et reposé. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait vraiment dormi, sans rêves angoissants, sans se réveiller au milieu de la nuit.
Elle se leva, prit une douche et prépara son café. Des rituels matinaux ordinaires, mais aujourd'hui, ils semblaient différents. Chaque action était délibérée, chaque instant précieux. Son téléphone était silencieux. Ni Omar ni Zoé n'avaient appelé. Peut-être dormait-il encore après une nuit difficile. Peut-être ne savait-il pas quoi dire. Maya s'en fichait. Elle s'assit dans la cuisine avec une tasse de café et regarda par la fenêtre la ville enneigée. Le premier jour de la nouvelle année. Le premier jour d'une nouvelle vie. Le soir, Omar appela. Maya, il faut qu'on parle. De quoi? De nous. De tout ça. Elle fit une pause. D'accord, mais pas aujourd'hui. Viens le 3 janvier à 14 heures. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que je n'en ai pas envie. Il ne discuta pas. C'était inhabituel. Très bien, le 3 à 2 heures. À bientôt. Maya raccrocha. Le 3 janvier. Elle avait encore 2 jours pour se préparer, rassembler des documents, planifier ce qu'elle allait dire et consolider sa décision. Non pas qu'elle en doutait, mais elle savait qu'Omar insisterait, essaierait de la persuader, peut-être même la menacerait. Elle devait être prête à tout. Elle sortit un bloc-notes du tiroir et commença à écrire. Une liste de choses à faire. Avocat, papier de divorce, division des biens, ou l'absence de celle-ci. Disposition pour récupérer ses affaires et date limite. Pension alimentaire? Pas d'enfant, donc ce n'était pas pertinent. Omar travaillait. Elle travaillait. Chacun garderait le sien. Maya écrivit et sentit la situation devenir plus réelle à chaque point. Ce n'était pas un rêve ou un fantasme. C'était sa nouvelle vie, qu'elle construisait de ses propres mains. Le 2 janvier, elle alla voir son avocat, celui qu'elle avait consulté auparavant. Il l'a reçu malgré les vacances, comprenant que la question était urgente. Alors, vous avez décidé, dit-il, après avoir écouté Maya. Tant mieux pour vous. Il était grand temps. Il expliqua la procédure de divorce, rapide et simple, par le biais du greffe du comté, puisqu'il n'y avait pas d'enfant mineur et que les deux parties étaient d'accord. Si Omar s'y opposait, ils iraient au tribunal, mais cela n'était pas effrayant non plus. L'appartement est votre propriété personnelle. C'est incontestable. Il n'y a aucun droit dessus. S'il fait une réclamation, le tribunal la rejettera. Vous avez la loi de votre côté. Maya hocha la tête, prit des notes et posa des questions. L'avocat répondit patiemment. Et encore une chose, ajouta-t-il à la fin. S'il commence à vous menacer ou à utiliser la force, appelez immédiatement la police. Ne tolérez pas ça. N'attendez pas. Il y a des lois contre les menaces. Il y a des lois contre les agressions. N'hésitez pas à les utiliser. Je comprends. Merci. Maya quitta le cabinet de l'avocat avec une pile de papiers et un étrange sentiment d'irréalité quant à ce qui se passait. Il y a à peine une semaine, elle était une femme mariée qui endurait les humiliations de son mari et de sa belle-mère. Et maintenant, elle était libre. Ou presque libre. Il ne restait plus qu'à mettre le point final à tout ça. Le 3 janvier, à 14 heures précises, la sonnette retentit. Maya ouvrit. Omar se tenait sur le seuil, pâle avec des cernes sous les yeux, sans fleurs, sans bonbons. Alors qu'avant, quand il voulait arranger les choses, il apportait toujours quelque chose. Bonjour, dit-il. Entre. Elle entra, enleva son manteau et regarda autour d'elle, comme si elle voyait l'appartement pour la première fois. Maya le conduisit au salon et lui montra le fauteuil. Assieds-toi. Thé? Café? Non, merci. Elle s'assit en face de lui. Entre eux se trouvait la table basse avec le dossier de documents qu'elle avait préparé à l'avance. Omar regarda le dossier. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. J'ai déjà tout préparé. Il tressaillit. Maya, écoute. Non, Omar. Écoute-moi d'abord. Elle parla calmement, sans émotion. Elle exposa tout ce qu'elle avait réfléchi ces derniers jours. Le divorce, la division des biens, ou l'absence de celle-ci, les dispositions pour qu'il enlève ses affaires, et les dates limites. Omar écouta en silence. Son visage passa de l'espoir au désespoir, du désespoir à la colère, et de la colère à la résignation. Tu as déjà tout décidé, dit-il finalement.
Oui. Et rien ne peut changer ça. Non. Il baissa la tête et resta assis ainsi pendant quelques minutes, fixant le sol. Puis il leva les yeux. J'étais un mauvais mari. Cela ne ressemblait pas à une question, mais à une affirmation de fait. Oui, Omar, tu l'étais. Je suis désolé. Maya ne répondit pas. Elle avait entendu les mots « je suis désolé » de lui à maintes reprises, après chaque dispute, après chaque insulte, et à chaque fois elle lui avait pardonné. Mais pas maintenant. Je signerai les papiers, dit-il. Quand faut-il le faire? Nous pouvons aller au greffe du comté la semaine prochaine. Si tu es d'accord, la procédure prendra environ 1 mois. Il hocha la tête. Je suis d'accord. C'était inattendu. Maya s'était préparée à des disputes, des menaces et des manipulations, mais Omar abandonna simplement. Pourquoi? Lâcha-t-elle. Quoi? Pourquoi? Pourquoi ne te disputes-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas de me faire changer d'avis? Il sourit amèrement. À quoi bon? Tu as raison. Raison sur tout. J'étais un mari minable. Et ma mère. Ma mère était aussi horrible. Nous avons ruiné 10 ans de ta vie. Maya resta silencieuse. Tu sais, quand tu nous as mis à la porte l'autre jour, j'étais en colère au début. J'ai pensé, comment ose-t-elle? Pour qui se prend-elle? Et puis, alors, j'ai commencé à me souvenir de tout. Comment nous nous sommes rencontrés, comment tu étais alors, ce que tu es devenu. Et j'ai réalisé que c'est moi qui t'avais rendue ainsi, malheureuse, vaincue. Il leva les yeux. Tu étais complètement différente quand nous nous sommes rencontrés. Vive, joyeuse, avec du feu dans les yeux. Et puis le feu s'est éteint, et je n'ai même pas remarqué quand. Je ne l'ai pas remarqué non plus, dit Maya doucement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pardonne-moi, vraiment, pardonne-moi. Pas pour que je puisse revenir. J'ai juste besoin de le dire. J'étais un idiot, et si je pouvais remonter le temps. Mais tu ne peux pas, je ne peux pas, ils restèrent silencieux. La neige tombait dehors par la fenêtre. Douce, moelleuse, la neige du Nouvel An. Je viendrai chercher mes affaires la semaine prochaine, dit Omar. Si ça ne te dérange pas, ça ne me dérange pas, appelle avant. Il se leva. Eh bien alors, je suppose que je te verrai au bureau du comté. À bientôt. Maya le conduisit à la porte. Sur le seuil, il se retourna. Tu es belle, dit-il. Maintenant, je veux dire, tu rayonnes pratiquement. Je ne t'ai pas vue comme ça depuis longtemps. C'est parce que je suis enfin libre. Il hocha la tête. Au revoir, Maya. Au revoir, Omar. La porte se ferma. Maya adossa son dos contre elle et ferma les yeux. Son cœur battait à tout rompre, mais pas de peur, de soulagement. C'était fini, ou plutôt, c'était le début. 6 mois passèrent. Maya se tenait au milieu de sa nouvelle cuisine, admirant le résultat. Murs de couleur claire, étagère en bois, une grande table près de la fenêtre. Des pots de basilic et de menthe étaient posés sur le rebord de la fenêtre. Une tarte aux pommes dorées au four. Elle avait emménagé dans l'appartement une semaine après la finalisation du divorce par le tribunal. Son amie Keisha avait proposé de l'aider à organiser le transfert de propriété, mais Maya avait refusé. Laissons ça comme ça pour l'instant, avait-elle dit. Au cas où. Au cas où quoi? Avait demandé Keisha. L'intuition de Maya ne l'avait pas trompée. Omar avait effectivement essayé de contester la décision du tribunal, en déposant un appel et en engageant un autre avocat, mais le résultat fut le même. L'appartement appartenait à Maya. Il n'y avait rien à diviser. Après la deuxième défaite, il avait finalement reculé. Maya avait entendu dire par des connaissances mutuelles qu'il avait quitté la ville, peut-être déménagé en Floride ou ailleurs. Elle s'en fichait. Tamara avait essayé d'appeler une fois à partir d'un numéro inconnu. Maya avait entendu sa voix et avait silencieusement appuyé sur le bouton de rejet. Il n'y eut plus d'appel. Au travail, tout se déroulait comme d'habitude. Rapports, chiffres, documents. La routine, qui lui semblait autrefois ennuyeuse, était maintenant réconfortante. Maya venait au bureau, faisait son travail et rentrait chez elle. Une vie simple et prévisible. Mais quelque chose avait changé en elle. Un soir,
elle sortit un vieux cahier du placard, celui où elle notait des recettes, des gâteaux, des pâtisseries, des biscuits et des bonbons. Certaines des inscriptions étaient fanées. Elle avait commencé à les écrire à l'université. Maya feuilleta les pages, se souvenant de comment elle avait rêvé d'avoir sa propre boulangerie, un endroit petit et confortable qui sentait la vanille et la cannelle, une vitrine pleine de pâtisseries colorées, et les visages heureux des clients. Ce rêve n'avait pas disparu. Il avait juste été mis de côté. D'abord à cause du travail, ensuite à cause de l'épargne pour l'appartement, puis à cause d'Omar. Pourquoi pas? Pensa Maya. Elle avait l'appartement. L'emploi était stable. Elle pouvait recommencer à épargner, cette fois pour sa propre entreprise. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur la façon d'ouvrir une boulangerie à Atlanta. 3 mois plus tard, Maya s'inscrivit à des cours de pâtisserie. Non pas qu'elle ne sache pas comment faire de la pâtisserie. Elle savait, eh bien, mais pour obtenir une certification officielle. C'était important pour l'entreprise. Les cours avaient lieu le week-end. 20 personnes dans le groupe, du matériel professionnel et un instructeur français strict, qui fronçait les sourcils à la moindre imprécision dans une recette. La pâtisserie, c'est des maths, répétait-il avec un fort accent. 1 gramme ici, 1 gramme là, et c'est la catastrophe. Maya travailla dur. Ses éclairs sortaient parfaitement droits, la crème était aérée et la génoise était moelleuse. L'instructeur la félicitait plus souvent que les autres. Vous avez le feeling, dit-il un jour. C'est rare. La technique peut s'enseigner, mais le feeling, non. Maya sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avançait dans la bonne direction. Le printemps arriva tôt et chaud cette année-là. En avril, les cornouillers étaient en pleine floraison et Atlanta se noyait sous les fleurs blanches et roses. Maya rentrait du travail à pied. Elle voulait respirer et réfléchir. Elle passa devant une petite vitrine au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel et s'arrêta soudainement. À louer. L'espace était petit, pas plus de 37 mètres carrés. Les vitrines donnaient sur une rue calme. À proximité se trouvaient des immeubles d'habitation, une école et une garderie. Un bon emplacement. Maya sortit son téléphone et photographia l'enseigne. Ce soir-là, elle appela le numéro et prit rendez-vous pour une visite. 1 an plus tard, la pâtisserie de Maya ouvrit dans cet espace. Petite et confortable, avec des tables en bois et des chaises moelleuses. Une vitrine pleine de pâtisserie, l'odeur de la pâtisserie fraîche et une musique douce diffusée par les haut-parleurs, tout comme elle l'avait rêvé autrefois. L'ouverture fut modeste, juste pour la famille et les amis. Keisha, d'anciens collègues de travail et le reste de sa famille. Maya se tenait elle-même derrière le comptoir, offrant aux invités sa tarte aux patates douces signature, faite à partir de la recette de sa grand-mère. Maya, c'est divin, dit Keisha, léchant sa cuillère. Tu es un génie. Je fais juste de la pâtisserie, sourit Maya. Non, tu rends les gens heureux. Ça vaut beaucoup. Parfois, le soir, alors qu'elle fermait la pâtisserie, Maya pensait à la façon dont sa vie aurait tourné si les choses s'étaient passées différemment. Si elle n'avait pas rencontré Omar, si elle n'était pas tombée amoureuse, si elle n'avait pas vu ses messages, si elle l'avait cru jusqu'au bout et lui avait cédé l'appartement, elle serait assise dans un appartement d'une chambre louée maintenant, sans argent, sans maison, sans rêve, et Omar célébrerait sa victoire. Mais elle ne l'avait pas permis. Maya regarda sa petite pâtisserie, la vitrine avec les pâtisseries, les tables, l'enseigne avec son nom, et sourit. 10 ans de budget, une année d'erreur et une vie entière qui était enfin la sienne. Elle éteignit la lumière, ferma la porte à clé et rentra chez elle, à son appartement, à sa vie. Je suis vraiment heureuse que vous soyez ici et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis si curieuse de savoir d'où tous ces gens merveilleux se connectent. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez également envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous tous les jours. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires apparaîtront à l'écran afin que vous puissiez choisir quoi regarder ensuite.